Je suis Vera Sharaf. Je suis la présidente et la fondatrice de l'Alliance pour la protection de la recherche humaine, une organisation qui surveille les expériences médicales sur les êtres humains et en particulier les expériences médicales éthiques. J'ai été une enfant survivante de l'Holocauste et en tant qu'adulte, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire pour essayer de comprendre pourquoi cela s'est produit et comment je m'intègre dans tout cela. Mon père est mort dans le camp avant mes 5 ans du typhus, une maladie infectieuse qui sévissait dans les camps de concentration et les ghettos. La surpopulation extrême et le manque total d'hygiène favorisaient la maladie. C'était donc presque une conclusion inévitable, comme quoi les gens allaient avoir des maladies infectieuses. Pendant toute la période nazie, les Juifs ont été diabolisés en tant que propagateurs de maladies. The demonization of people who are unvaccinated against COVID-19. Et actuellement, la diabolisation des personnes qui ne sont pas vaccinées contre le Covid-19 sont également accusées de propager des maladies. Le contexte est donc très fort pour moi. Je dois dire que depuis cette période de ma vie jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie aussi anxieuse à l'idée qu'une situation politique soit générée par la peur des maladies infectieuses. J'ai fait beaucoup de recherches et l'une des principales choses qui distinguent l'Holocauste de tous les autres génocides, et ils ont été très nombreux au XXe siècle, est le rôle absolument central de la profession médicale. Sous le régime nazi, le corps médical ou ses institutions cliniques, universitaires, scientifiques ont tous participé activement à tous les aspects de la machinerie génocidaire. Ce sont les médecins qui ont rédigé les protocoles des expériences odieuses. Ce sont les médecins en blouse blanche qui ont sélectionné chaque victime, déterminé si elle vivrait ou mourrait, si elle deviendrait un esclave, un travailleur esclave, si elles allaient être utilisées dans des expériences ou si elles allaient être instantanément tuées. C'est ce qu'on appelle le T4, ce programme d'euthanasie de masse qui consistait essentiellement à se débarrasser de ceux qui étaient considérés comme inaptes, indignes de vivre, génétiquement inférieurs et constituant un fardeau économique. Ils étaient également utilisés pour tester les gaz et les méthodes qui étaient ensuite utilisées en masse contre les Juifs et d'autres personnes également. Lorsque l'épidémie de Covid a frappé, en mars et avril, les régimes d'Europe occidentale, du Canada et des États-Unis, les nations les plus riches, ont publié des décrets gouvernementaux condamnant à mort les résidents des maisons de retraite. C'est aussi simple que cela.
Je vis à présent dans la ville de New York et le gouverneur Cuomo a donné l'ordre aux hôpitaux soumissionnaires pour traiter les personnes âgées de les envoyer dans des maisons de retraite en sachant parfaitement que c'était une condamnation à mort. Et je le dis avec insistance. Avant d'émettre cet ordre, le gouverneur Cuomo a déclaré « Le virus dans les maisons de retraite sera comme le feu dans de l'herbe sèche. » Il a dit ça avant de donner l'ordre? Avant qu'il ne donne l'ordre. C'est documenté. Absolument. Est-ce que... Pensez-vous que c'est étrange, cette sorte de même ordre qui a circulé dans tout le pays? Dans toute l'Europe occidentale, oui. Partout dans le monde? En Suède, au Danemark, en Espagne, en Italie, en Allemagne, partout. J'en ai donc tiré la conclusion que ces pays ont utilisé le Covid comme une opportunité pour initier l'euthanasie des personnes âgées et des handicapés, pour se débarrasser du fardeau économique, pour se débarrasser de ceux qui se souviennent encore de l'histoire, et pour tester jusqu'où ils peuvent aller et qui sera le prochain groupe. Lorsque les gouvernements s'en sortent avec des crimes, avec la suppression des droits de l'homme, des droits constitutionnels, dans ce qu'ils considèrent comme une urgence, eh bien, les gouvernements vont simplement créer des urgences, déclarer l'urgence et supprimer les droits. C'est un parallèle majeur entre le régime nazi et aujourd'hui. L'une des principales différences est que Hitler avait des grands projets, mais il n'englobait pas l'ensemble de l'espèce humaine. Aujourd'hui, c'est toute l'espèce humaine qui est visée. Nous constatons déjà que même si de nombreuses personnes ont été vaccinées avec 2 doses dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles contiennent exactement, on leur dit maintenant vous ne pouvez pas vous sentir hors de danger avec ces vaccins. Vous devez toujours porter un masque, maintenir une distance sociale. Ils essaient de voir jusqu'à quel point ils peuvent faire des dégâts, jusqu'à quel point ils peuvent prendre le contrôle de tout le monde avant que nous ne craquions. Et si les gens ne ripostent pas, ça ne fera qu'empirer et empirer encore. Je dois insister pour que les gens comprennent qu'Auschwitz n'est pas arrivé d'un seul coup. C'était étape par étape, par étape. Et la raison principale pour laquelle l'Holocauste s'est produit, c'est que les gens ont détourné le regard, ont fait semblant de ne pas savoir ce qui se passait. Mais bien sûr que si, ils savaient. Tout comme les gens sont conscients aujourd'hui que quelque chose ne va pas du tout. Et tant que la plupart des gens essaieront de faire l'autruche et d'espérer que ce sera fini quand ils se réveilleront, j'ai des nouvelles pour eux. Ce ne sera pas fini tant que tout le monde ne sera pas esclave. Et c'est beaucoup plus facile maintenant que la technologie est tellement plus grande. Oh mon Dieu, si Hitler se réveillait aujourd'hui et s'il voyait cette technologie de surveillance disponible aujourd'hui, waouh, il serait jaloux. Il ne pouvait que rêver de ça. Tout ce qu'Hitler possédait en matière de technologie de surveillance, et c'était suffisant pour massacrer 6 millions de Juifs en 1 an et demi, c'était la technologie des cartes perforées d'IBM, qui est en fait le précurseur de la technologie informatique. IBM contrôlait l'horaire des trains
pour s'assurer que chaque groupe de victimes arrive à l'heure afin que la machine meurtrière fonctionne sans accroc. Les machines étaient présentes dans de nombreux camps de concentration et certainement dans les camps de la mort afin de suivre les êtres humains. Je pense que nous devons vraiment comprendre ce que signifie traquer les gens. Traquer signifie que vous êtes traité comme un troupeau d'animaux. Et oui, ils faisaient des tatouages. Eh bien, aujourd'hui, ils ont des puces qui peuvent entrer dans nos corps. Cette injection pour le Covid contient des choses qui n'ont pas été révélées, mais qui incluent très probablement un pistage. Stanley Milgram a mené une expérience pour essayer de comprendre comment il est possible de programmer les gens, de les habituer et de les faire participer à des actions horribles. Des personnes, avant cela, ne montraient aucune inclination particulière pour la violence ou quoi que ce soit. Alors ce qu'il a fait, il a pris sa classe. J'ai oublié cette université, je crois le Michigan. Et il les a divisés en prisonniers et en gardiens. Très vite, les gardiens ont commencé à se comporter comme de grands gardiens. Il a alors conçu une expérience dans laquelle il devait émettre des courants électriques. Vous savez, une mini-chaise électrique. Donc, les étudiants qui étaient les victimes, les prisonniers, étaient d'un côté d'une cloison. On ne pouvait pas les voir, mais on pouvait les entendre. Et le groupe des gardiens était visible. On leur a donné un bouton à pousser à chaque fois pour augmenter la quantité d'électricité envoyée. Ces gardiens ont alors reçu un ordre d'une personne d'autorité en blouse blanche, un médecin. Le groupe de prisonniers hurlait en se tordant de douleur. Et quand celui qui faisait office de garde ne voulait pas poursuivre l'expérience, la personne d'autorité en blouse blanche lui disait « C'est le protocole, continuez à envoyer ». C'en est arrivé au point où ça aurait été vraiment mortel s'il y avait vraiment eu de l'électricité, d'accord ? Il n'y avait pas d'électricité. Ce n'était qu'une expérience psychologique. L'ironie, en ce qui me concerne, est que Milgram a été vilipendé pour avoir mené une expérience non éthique. Ce dont je suis convaincu, c'est que la collaboration de la médecine avec le gouvernement, et en particulier les forces de l'ordre et tout ça, c'est absolument la fin de la démocratie. C'est forcément mortel parce que l'État policier est ce qui en découle. Et les médecins, la profession médicale, est utilisée pour fournir une fausse confiance. Nous faisons confiance aux médecins et par conséquent, quoi qu'ils disent, nous pensons qu'ils respectent le serment d'Hippocrate, ne pas faire de mal, et donc qu'ils ne nous feront pas de mal. Mais lorsque les médecins deviennent des agents du gouvernement, lorsqu'ils collaborent avec lui, on ne peut plus leur faire confiance. Ils ne considèrent plus le serment d'Hippocrate comme une chose à laquelle ils doivent se conformer. Et alors, ça devient vraiment le bien commun. Le bien commun. Qui détermine ce qu'est le bien commun? Les militaires? La police? Qui décide de ce qui est le bien commun?
Nous a-t-on déjà demandé de voter sur ce que serait le bien commun? Non, c'est dicté. La pire chose qui puisse arriver, et c'est exactement ce qui est arrivé dans l'Allemagne nazie, et c'est ce que je vois se développer très rapidement ici, c'est la collusion. Voilà ce que c'est. C'est la collusion de la profession médicale à tous les niveaux. Il ne s'agit pas de médecins isolés d'une mauvaise graine, mais de toute la profession. Ils deviennent des agents du crime. Et je pense que nous devons considérer la collusion que nous obtenons du gouvernement avec le sceau des agences et des agents de santé publique, comme le CDC, la FDA. Ils ne sont pas intéressés par notre bien-être en tant qu'individus humains. Pas du tout. Ils sont parfaitement disposés à sacrifier 20% d'entre nous. Pour quel jeu? Eh bien, l'argent et le pouvoir vont ensemble. Et ce sont nos ennemis. C'est la configuration qui est la pire ennemie de l'humanité. La seule façon de l'empêcher, c'est de s'unir. Nous sommes le plus grand nombre. Nous pouvons vraiment le surmonter. Mais il faut qu'un grand nombre de personnes travaillent ensemble pour empêcher un holocauste beaucoup plus grand. Et vous pensez que c'est ce qui... Absolument, absolument, je le pense. Je n'arrive pas à croire qu'en l'espace de peu de temps, partout les gens marchent selon les décrets du gouvernement, même quand ils sont ridicules, quand ils n'ont absolument aucun sens. Combien d'études faut-il pour montrer que les masques, s'il y en a, nuisent à beaucoup de gens parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'oxygène, parce qu'ils respirent du dioxyde de carbone sale? Je veux dire, c'est absurde. Mais les gens le font parce qu'ils pensent être de bons citoyens. À mon avis, le fait de porter des masques est l'équivalent symbolique de l'étoile jaune. C'est un signe de honte. Les masques sont une dégradation. Ces sociétés où, par exemple, les femmes doivent porter un voile, c'est un manque de respect. C'est les considérer comme une sous-classe. Et les gens deviennent maintenant volontairement une sous-classe en portant docilement un masque. Ce n'est pas pour notre santé, ni pour quoi que ce soit qui nous soit bénéfique. Les enfants sont très doués pour déchiffrer les gens. En ce moment, ils sont privés de cet apprentissage de déchiffrer les expressions des gens, le langage corporel. Et il y a plus que ça. Et quand on cache le visage, on cache tout essentiellement. Les gens n'agissent plus librement. C'est l'équivalent symbolique de l'étoile jaune. C'est un signe de honte. Les masques sont une dégradation. Ces sociétés où, par exemple, les femmes doivent porter un voile, c'est un manque de respect. C'est les placer dans une situation de sous-classe. Et les gens deviennent maintenant volontairement une sous-classe en portant docilement un masque. Ce n'est pas pour notre santé, ni pour quoi que ce soit qui nous soit bénéfique. C'est une façon de montrer que nous devons être des serviteurs obéissants. Ils utilisent des figures d'autorité médicale telles que Anthony Fauci pour nous dire ce que nous devons faire. Les gens ne peuvent s'empêcher de remarquer que ces autorités, lorsqu'il s'agit de leur propre interaction personnelle, ne semblent pas respecter les règles qu'elles nous imposent.
Je suppose donc qu'ils ne croient pas non plus qu'elle soit nécessaire. Ils veulent aussi être en bonne santé, n'est-ce pas? Eh bien, s'ils ne portent pas de masque lors de leurs fêtes privées, de leurs dîners et autres, qu'est-ce que cela nous dit? Les gens doivent commencer à se souvenir ce que font 2 plus 2, 3 plus 3, revenir aux bases. Vous savez comment prendre les décisions. Pourquoi ne le faites-vous pas? La peur est la pire arme qu'Hitler et Goebbels ont utilisée pour maintenir un contrôle absolu. Et elle est utilisée maintenant pour ajouter de plus en plus de contrôle sur nos vies. Donc je vois des parallèles très clairs. Ce n'est même pas obscur. Et c'est arrivé très rapidement. Et les gens feraient mieux de se réveiller. Personne ne nous rendra la démocratie ou la liberté personnelle si nous ne la reprenons pas, si nous n'insistons pas pour la reprendre. Et vous savez, je suis déjà une femme âgée pour être sur les barricades, mais bon sang, je ne vais pas encore être privée de mon humanité. Ma vie a été sauvée parce que j'ai appris à déchiffrer les gens que j'ai côtoyés. Les enfants sont très doués pour déchiffrer les gens. En ce moment, on les prive d'apprendre à déchiffrer les expressions des gens, le langage corporel. Et il y a plus que ça. Et quand vous cachez le visage, vous cachez tout essentiellement. Les gens n'agissent plus librement. Je savais en qui avoir confiance. Il y avait un aspect très dramatique de ma vie dans la partie sauvetage. J'ai été sauvée du camp de concentration en 1944, juste au moment où la solution finale était rapidement mise en œuvre et qu'ils étaient sur le point d'anéantir tous ceux qui restaient dans les camps à travers l'Europe. Il y avait quelques accords, essentiellement quelques enfants orphelins, nos vies étaient troquées. C'était une question d'argent. Je ne sais pas exactement quelles organisations, il devait y en avoir plusieurs, ils ont payé la rançon. Et on devait se rendre dans ce qui était à l'époque la Palestine. Et quand nous sommes arrivés à Constanza, qui est la ville portuaire, il y avait 3 petits bateaux. Ils ont lu les noms et ont assigné chacun d'entre nous à leur bateau. On m'a assigné à aller avec les orphelins. J'ai refusé. J'ai absolument refusé. J'ai fait une crise de colère, j'ai pleuré et j'ai absolument refusé d'aller là où on m'avait assigné, là où l'autorité me disait d'aller. Finalement, incroyablement, ils ont accepté. Ok, j'avais 6 ans et demi et j'ai rejoint la famille que je voulais. Et la raison pour laquelle j'ai absolument insisté est que j'avais confiance dans le fait qu'ils prendraient soin de moi. J'étais très petite. Je n'ai pas beaucoup grandi dans le camp de concentration. J'étais donc très petite et je me sentais intimidée par les autres enfants que je n'aimais pas. La première nuit en mer, un bateau était un peu plus rapide que les autres et ils avaient en quelque sorte pris de l'avance. Je me suis endormie cette première nuit. J'avais souvent le mal de mer. Et au milieu de la nuit, un sous-marin a torpillé le bateau avec tous les enfants. Ils sont tous morts. Je ne l'ai appris que le lendemain matin. Et quand j'ai entendu tout ça, je n'ai pas dit un mot. Mais je me suis dit que j'avais raison.
C'était mon action contre l'autorité. Si j'avais écouté, je serais morte. Mais j'ai toujours eu un sentiment de culpabilité parce que j'étais heureuse de ne pas avoir écouté, mais en même temps d'être en vie. On n'oublie pas ça. Et c'est seulement maintenant que ça revient, parce que oui, il faut savoir dire non. Quand on ne fait pas confiance à son instinct, on fait des erreurs. Je veux dire, j'aurais pu être, après tout, ça aurait pu être le bateau sur lequel j'étais, mais ça ne l'était pas. Nous devons prendre la responsabilité de nos décisions. Parfois, elles seront mauvaises, mais nous apprendrons d'elles. Quand elles sont mauvaises et que ces décisions sont prises pour nous par d'autres, nous n'apprenons pas et cela ne change jamais. Faire confiance à l'autorité est la chose la plus stupide qu'un adulte puisse faire. Et je ne pense pas que mon expérience, je veux dire, elle est unique dans son unicité, mais elle n'est pas la seule. Beaucoup de gens peuvent attester que lorsqu'on affirme leurs droits et dit non à l'autorité, on leur a donné raison et ils ont survécu. Si les gens avaient dit non, il n'y aurait pas eu d'Holocauste. Si les gens avaient dit non, nous ne serions pas... les États-Unis ne seraient pas dans tant de guerres qui sont même, et ils l'admettent, des guerres ingagnables. C'est quand nous déléguons l'autorité à un gouvernement central dont les relations sont maintenant totalement liées aux très grandes entreprises et l'industrie pharmaceutique est l'une des moins éthiques de toutes, et qu'on leur donne un accès totalement libre à nos corps et à nos esprits. Qu'est-ce qui pourrait être plus stupide que ça? Je veux dire, c'est vraiment stupide. Non seulement tout le monde n'est pas mauvais, mais beaucoup de gens stupides emmènent les mauvais dans des positions où ils ne devraient jamais être. Un agriculteur local sait mieux comment s'occuper de ses champs et de ses troupeaux que l'agriculteur du bureau central, et que ceux à Washington ou Berlin ou autres. Et donc, que pensez-vous quand vous entendez la phrase « faites confiance à la science » ? La confiance dans la science. La confiance dans la science, non. La confiance dans la science, vous savez, c'est une question, c'est comme, je crois, non, c'est n'importe quoi. Quand vous entendez des phrases qui sont censées être juste des accroches, vous savez, qui sont absolument des phrases toutes faites, sans aucune réflexion, c'est juste pour que vous repreniez la même phrase. Et c'est censé, comme si ça servait quelque chose, non, ça ne sert pas. Vous savez, les théories du complot. Est-ce que quelqu'un qui traite quelqu'un d'autre de théorie du complot examine ce dont cette personne parle réellement? Non. C'est une façon d'éviter, de réfléchir et de mener votre propre réflexion dans votre propre évaluation des preuves. Non, la science n'est pas Dieu. La science n'est pas une divinité. La science est quelque chose qui bouge et change tout le temps et dont on peut prouver qu'elle a tort. C'est ce que font les vrais scientifiques. Croire en la science, c'est du scientisme. C'est un isme, tout comme le communisme, comme le fascisme. Tous les ismes, je dirais, sont dans le même panier. C'est juste comme une couleur différente ou un parfum de sucette différent. Les pouvoirs en place et ceux qui les entourent et qui leur donnent essentiellement leur pouvoir et leur contrôle ne veulent pas que quiconque ose et s'approche d'une comparaison entre l'Holocauste et l'Holocauste planifié aujourd'hui. Rappelons-nous, les holocaustes ne sont pas quelque chose qui arrive par miracle. Ce sont des catastrophes planifiées par l'homme. Ils savent que quiconque dit « Comment est-ce possible ? Oh, c'est une horreur. On ne touche pas à ça. » Non, vous devez l'examiner. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Et il y a beaucoup de travaux de recherche. Et en fait,
beaucoup de bouleversements dans la connaissance des détails de l'implication et de la façon dont cela a été réalisé. Et après la guerre, tous ceux qui étaient particulièrement américains voulaient prétendre que ce n'étaient que des médecins barbares. C'est tout ce qu'ils... Ce n'est pas la vraie médecine allemande et certainement pas la médecine américaine. Eh bien, devinez quoi? Certaines de ces expériences comparables étaient menées ailleurs aussi. Et vous avez l'impression que nous sommes sur le point d'en avoir d'autres? Nous le pensons vraiment. Nous croyons absolument au fait qu'ils peuvent amener les parents à suspendre leurs responsabilités envers leurs enfants. Je n'arrive pas à y croire. Et nous parlons de gens qui sont éduqués. Et j'ai bien peur que ce qui s'est passé, c'est que l'éducation universitaire, en quelque sorte, a transformé les diplômés, au lieu de gens qui pensent, en gens qui acceptent simplement de regarder l'autorité pour leur dire quelle est la prochaine étape, ce qu'ils sont censés penser, ce qu'ils sont censés... quelle est la théorie, la bonne théorie. Les gens qui cèdent aujourd'hui ne seront peut-être plus jamais capables d'élever la voix. Que pensez-vous quand vous entendez quelqu'un dire « Oh, je me suis fait injecter pour ma liberté » Eh bien, encore une fois, c'est une absurdité, c'est un paradoxe, c'est un paradoxe. Si vous ne vous faites pas injecter, parce que vous avez des raisons de croire que sans cela, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, alors quel est l'intérêt? Il n'y a pas de fondement au discours direct. S'il n'y a pas de fondement, bien, encore une fois, c'est une absurdité, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Vous avez trouvé ironique qu'en Israël, on demande aux gens de montrer un pass pour aller au mémorial de l'Holocauste? D'accord, je vais vous dire ce que cela démontre vraiment. Le fait que les Israéliens se comportent comme des moutons et obéissent au gouvernement Netanyahou et qu'ils deviennent les cobayes du monde pour les injections de Covid-19 démontre que, quand même, je suis une personne très solide. Tous les survivants de l'Holocauste, lorsqu'ils ont témoigné pour diverses cérémonies, ont dit « Nous sommes tous un seul être humain ou une seule espèce. Nous avons des pommes pourries et nous avons des génies. Et personne n'est meilleur que les autres. Alors arrêtez d'isoler et de haïr. La haine qui est injectée dans la propagande sur laquelle tout est construit, isoler l'un, se faire des ennemis, créer des ennemis, vous savez, sans aucun fondement. Vous allez trouver des gens mauvais, des gens stupides, et vous allez trouver des gens bien dans toutes les cultures. Nous devons apprendre à comprendre que les êtres humains, que ce soit la couleur de leur peau, que ce soit la croyance en tel ou tel Dieu, la nationalité ne fait aucune différence. En ce sens, tout comme les mammifères, vous savez, je veux dire, il y a certains comportements différents quand vous regardez le troupeau. Mais la chose la plus importante, et cela, chaque dictature essaie de le diluer, c'est notre individualité. En tant qu'individu, nous sommes totalement uniques, différents de tous les autres individus. Et à cause de cela, nous sommes imprévisibles. Et c'est l'ennemi du totalitarisme. Notre individualité et notre imprévisibilité sont ce que nous devons absolument protéger et faire valoir. J'ai le sentiment que nous sommes à un carrefour très important. Et si nous ne gagnons pas, si nous ne nous rebellons pas et ne disons pas stop, que nous ne sommes pas très attentifs, nous devons récupérer notre démocratie. La seule façon de l'obtenir est de la reprendre. Aucun gouvernement ne donne au peuple la démocratie comme un dû. C'est le peuple qui la prend. C'est son droit. Et ils ont dépassé les bornes d'une manière majeure. Et tant que les gens continueront à se faire berner et à accepter les privations d'une vie normale
et de se faire dicter ce qui est le mieux pour eux, ce qu'ils permettent à quiconque de mettre dans leur corps et ce qui est mis dans le corps de leurs enfants, à moins qu'ils ne reprennent ces droits, ce sera la fin de toute forme de liberté. Nous n'entendrons pas parler d'immunité contre cette maladie et nous serons du bétail. Mille merci à toutes celles et ceux qui nous aident dans nos travaux en nous envoyant des liens, en partageant nos vidéos et qui nous adressent des dons. Cela nous touche beaucoup et nous aide à pouvoir continuer à faire ces traductions et ce travail de réinformation. Encore mille merci à tous, bien à vous et à bientôt pour d'autres vidéos.